On va parler de la programmation multi-agent aujourd'hui. D'abord, quelques secondes de respect pour les Ukrainiens, qui se battent toujours pour eux et pour nous. On va parler maintenant, on va faire des grands programmes concurrents. Plein de traits aujourd'hui, beaucoup de code. Et on a vu, la dernière fois, on a vu des exemples simples. Vous vous souvenez, hein? Producteur, transformateur, consommateur, avec des flots. Et des flots qui sont transformés. Un flow, c'est juste une liste dont la fin n'est pas liée, qui peut être étendue toujours et qu'on peut lire, et la lecture va s'attendre jusqu'à ce que de nouveaux éléments arrivent. Donc ça fait un canal de communication. Et un agent, c'est juste une fonction liste qui est exécute dans un thread. Ici, on a un programme concurrent avec 3 threads. Aujourd'hui, on va faire plus de programmes concurrents. Et je vais vous montrer 2 exemples plus sophistiqués. D'abord, Crypte d'Eratosthène. C'est un pipeline très très long d'agents qu'on va créer au fur et à mesure. Et le deuxième exemple, c'est la logique numérique. C'est la simulation des portes logiques. On peut même simuler un processeur avec ça. Et on va créer des différentes briques de base. Mais si vous voulez, vous pouvez avec ça créer de très grands circuits numériques et les simuler sans problème. Et après ça, on aura un peu de temps à la fin, on va sortir du data flow déterministe. Ça, c'est un paradigme très bien, très simple, et que j'appelle aussi concurrence nulle, mais ça ne peut pas tout faire. Et on va bien précisément regarder la limitation. Il y a une frontière très nette. Tout ce qui est à côté, on peut le faire, d'autres, on ne peut pas le faire. Et il faut d'autres paradigmes qui sont moins agréables, mais c'est comme ça. On verra, c'est fondamental. Ok, le Crypte d'Eratosthène, c'est un exemple très simple, ça vient d'un grec qui s'appelle Eratosthène, et c'est un système pour générer des nombres premiers. On commence par une séquence, une liste infinie de nombres, 2, 3, 4 qui commencent comme ça, et après, on enlève les multiples de 2, ça c'est ce que j'appelle ici moins 2K, ça fait juste des nombres impairs, tous les nombres pairs sont enlevés, et après, on enlève les multiples de 3, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on enlève des multiples, tout ce qui reste sont des nombres premiers. Le nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas de facteur que lui est 1. Et on va donc créer un programme concurrent qui fait ça. On va commencer par une séquence de entiers, et en fait, on va utiliser une idée simple. On va prendre le premier, là, le 2, là on enlève le multiple de 2, 3, on va enlever les multiples de 3, on va enlever les multiples à chaque fois du premier entier qui reste, et après, à la fin, on ne va pas tout enlever, il y en a un certain nombre qui vont rester, des nombres premiers. Je vais faire ça en 2 pas. D'abord, je vais faire un filtre. Un filtre, c'est un agent qui prend une séquence et qui enlève le multiple de K. Donc ici, si je mets 2, 3, 4, 5, et je fais 2, on va avoir juste le nombre impair. Par exemple, voici K égale 2, on va avoir 3, 5, 7. Donc on va définir un filtre. C'est juste une fonction liste en fait. Regardez là, c'est juste une liste. D'ailleurs, ici, c'est la vraie fonction filtre
Et ça marche aussi pour le liste parce qu'on regarde, on peut même supposer qu'il y a nil à la fin. Même le flow n'a pas besoin de terminer, mais on peut le faire. Donc, on prend l'élément x, if x mod k est différent de 0, alors on passe x à la sortie, un x bar appel récursif, sinon on ne passe pas. Ça, c'est une fonction list, c'est une fonction récursive terminale. Donc, on peut faire un agent de ça simplement en insérant dans un thread. YS égale filtre XS égale. On a un flow XS, c'est l'entrée. YS c'est la sortie. Ça s'exécute dans son propre thread. Et ça veut dire que c'est un agent concurrent. On peut lui donner des éléments et il bosse actif. C'est un agent actif, une activité. Et comme filtre est récursif terminal, la mémoire, taille mémoire utilisée par ça est constante. Donc c'est un vrai agent concurrent efficace. Si on peut faire ça dans tous les langages, mais si on le fait dans un autre langage que celui-ci, ça va prendre plus de lignes de code, mais ça fera la même chose. Donc je vais vous définir ça. Je vais démarrer. Donc je vais vous coder tout ça. Je veux programmer tout ça. Voilà. Je vais commencer par programmer filtre. Et après, on va mettre les filtres ensemble pour faire un fil. XS égale XS of X bar XR. Donc ça prend un élément. Et X mod K différent. Le note égale, c'est backslash égale en os, 0. Then X bar filtre. XR, c'est le reste. Et le K, c'est le reste. Sinon, on va faire l'appel récursif sans passer l'élément. Je peux terminer avec nil, mais je n'ai pas besoin de faire ça pour un flow. Si je sais que je vais utiliser filtre avec des vraies listes qui se terminent avec nil, je peux ajouter le case nil. Mais si je n'utilise que pour les flows qui se terminent jamais, je n'ai vraiment pas besoin de faire ça. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Je vais faire browse. Ça c'est filtre. Allez, je vais enlever le filtre de 3, juste pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez, j'affiche, je n'ai pas besoin de faire ça. Vous voyez ici, XS et underscore. Ici, je fais XS égale. Donc, 2, 3, 4, etc. Vous voyez ce qui se passe? Là, j'ai 2, 4, 5, 7, 8, 10. Les multiples de 3 sont entrés. Ça, c'est le filtre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est maintenant, je vais créer plein de filtres et je vais les connecter ensemble, comme ici. Chaque cercle, c'est un filtre. Donc, je vais définir la fonction sieve, scribble, qui prend une liste. Vous voyez comme c'est simple là. On va faire case,
On prend le premier élément, x, ici, et on va appeler SIF récursivement, mais en filtrant tous les éléments. Donc au lieu de xs, on va enlever tous les multiples de x et on garde x comme premier élément. Donc on prend le premier élément, on le sort et on appelle SIF avec une liste où on a enlevé tous les multiples. Et vous voyez, ça va créer un pipeline. À chaque fois qu'on fait l'appel récursif, on va créer un nouvel agent. Ça s'appelle le déploiement concurrent. En fait, quand on démarre ce programme, le pipeline n'existe pas. Le pipeline est créé au fur et à mesure que le programme s'exécute. C'est pas mal, hein? C'est comme si on construisait une maison et on commençait à habiter dedans pendant la construction. Hein. Dès que le rez-de-chaussée est terminé, les gens déménagent, en même temps les ouvriers travaillent le premier étage. Hein. On ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort, et on attend, un jour ou l'autre, le plombier sera venu et l'eau commencera à couler. Hein. Ce serait comme ça. C'est bizarre, mais dans un système à data flow déterministe, on peut faire ça. Donc ici, le pipeline est créé au fur et à mesure. Je vais donc vous faire ça. Après, je vais l'exécuter. Je vais prendre le producteur qu'on avait fait la dernière fois. Hein, ça fait des entiers 2, 3, 4, 5, etc. Je vais appeler SIF chaque fois dans un thread. Et je vais afficher le résultat. Donc je vais vous programmer ça. SIF XS, case XS of XS then. Donc, et maintenant, on prend le X et on le sort. Et on fait un appel récursif, mais on va le faire, on va d'abord faire un appel récursif, SIF avec XR, mais avec la version filtrée de XR. Vous voyez, comme c'est astucieux, hein, en fait. Ici, la fonction SIF, au lieu de lui donner la liste, ça c'est le XR, on va enlever le multiple de X. Mais on le fait dans un thread, donc ça fait un agent. Donc à chaque fois qu'on fait un appel récursif de SIF, on va d'abord créer un agent. Donc le pipeline va grandir hein, au fur et à mesure. Je pense que c'est bon. Hein? Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas. Je vais aussi définir la fonction qui fait le producteur. Celui-là, je vais le retarder parce que sinon ça va aller trop vite. J'attends 1000 millisecondes. Donc maintenant, je peux faire mon programme principal. Donc, je vais avoir deux flows. Je crée mon premier agent, c'est XS égale prod de 2. YS égale SIF de XS. Et browse YS. Donc l'idée, c'est que le browse ne va afficher que le nombre premier, mais ça va grandir lentement. Hein. Si tout va bien, ça va marcher. Voilà. Parfois, il y a une pause, mais c'est normal, parce que prod va faire 1 seconde par élément. 2, 3, 4, 5, 6. Hein? Entre 13 et 17,
14, 15 et 16, ce ne sont pas des nombres premiers. Ça va donc continuer à s'exécuter. On va faire comme ça, ça va continuer à s'exécuter. Vous voyez comment ça marche? Vous avez compris? Donc, à chaque fois, on crée un agent. Vous allez me demander, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'on va créer beaucoup de threads avec ça. À chaque fois, quand on sort un nombre premier, on va créer un agent pour enlever le multiple de ce nombre premier. Mais en fait, ça c'est trop. Il n'y a pas besoin de autant. Par exemple, si on veut créer tous les nombres premiers jusqu'à 1000, on n'a pas besoin d'avoir des agents jusqu'à 1000. Il suffit d'avoir des agents jusqu'à 31, la racine carrée. Parce que si un nombre n'est pas un premier, il y a un facteur, c'est n par exemple. N n'est pas un nombre premier. P fois Q par exemple, eh bien, si P est plus petit que la racine carrée de n, Q est plus grand que la racine carrée de n, ça veut dire qu'il suffit de tester les nombres jusqu'à la racine carrée, en fait. Donc, ce programme, en fait, crée beaucoup trop d'agents et on peut faire une optimisation. Je vais vous faire ça. On va limiter le nombre d'agents. On va avoir un autre argument m qui est la limite. Au-delà, on ne va pas créer d'agents. Donc, si x est plus petit ou égal à m, alors on va faire comme avant. Mais si x est plus grand que m, et m c'est la racine carrée du maximum, on va simplement sortir xs. On n'a plus besoin de faire des appels récursifs. Le tuple s'arrête. On a la taille du tuple est arrivée à sa taille nécessaire. Entre-temps, celui-là marche de deux. 181, 191, c'est que des nombres premiers. Je vous garantis que si le nombre premier, si vous trouvez le nombre là qui n'est pas un nombre premier, vous pouvez crier fort. Donc je vais faire la version optimisée. XS et M. XS of X, XR. N. Si X est plus petit ou égal à M, N, à ce moment-là, on crée l'agent, comme avant. X par appel récursif de X, R, X, N, comme ça. Sinon, on n'a plus besoin de créer des threads. On sort XS. Le reste de la liste, tout de suite, il n'y a plus d'appel récursif. Mais attention, les autres agents qu'on avait créés avant existent toujours et continuent toujours à travailler. Donc, la liste va continuer à grandir. On va faire une autre version du programme. Ici.
ici je mets 31, alors ça va marcher jusqu'à 1000. Après, on risque de manquer, hein, d'avoir des multiples. Ici, 2, je vais combiner. Ah oui, je vais utiliser comme ici. Là, il y a une deuxième liste qui commence à se créer. Hein. Mais la première liste, il y a un agent pour chaque nombre qu'on voit. Mais la deuxième liste, on arrête des agents au nombre 31. Donc il n'y aura que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agents. Donc pour trouver les nombres premiers jusqu'à 1000, 11 agents, ça suffit. Hein? Donc c'est beaucoup plus efficace. Ici, vous voyez qu'on est arrivé au 31. Ça continue à marcher. Hein? Les 11 agents sont créés, mais la liste continue à être étendue et les 11 agents continuent à bosser. Vous voyez que là, ça continue. Mais le programme SIV est terminé. Hein? La fonction SIV est terminée. Le rôle de la fonction SIV, c'est de créer le pipeline. Mais là, dans la deuxième liste, le pipeline est créé jusqu'à 31, mais les 11 agents continuent à marcher. Et ça, c'est un exemple d'un programme avec beaucoup d'agents. Donc là, jusqu'à 1000, on a donc 11 agents qui sont créés. Donc ça, c'est un premier exemple. Mais maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui a un intérêt intrinsèque. Et si vous avez des cours de logique numérique, et si vous faites tourner des simulateurs de circuits logiques, à l'intérieur de ce simulateur, ça sera un algorithme qui ressemble à ce que nous allons vous montrer, un digital logic, logique numérique. Et donc, on va donc simuler des vrais circuits, et si on est ambitieux, on peut même créer tout le processeur comme ça. Donc, on va voir. Donc, la logique numérique est déterministe. Hein? Si on a une porte, pour une porte E, on met 2, 1, à l'entrée, il y a un 1 qui va sortir. Hein? Ça, c'est une porte E, AND, et c'est déterministe. Il n'y a aucun choix non déterministe. Les processeurs, ce sont des circuits totalement déterministes. Et donc, on peut les modéliser avec des datas déterministes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord se décider comment est-ce qu'on va modéliser un circuit numérique. Hein? Une porte numérique, c'est quelque chose d'actif. Hein? Il y a des transistors à l'intérieur, on donne une tension et ça consomme une certaine puissance pour faire son travail. C'est une entité active. Hein? Et il y a des fils qui connectent les entités et il y a des signaux. Et un signal numérique, c'est une tension en fonction du temps. Donc si j'ai un signal, par exemple ici il y a le temps, ici il y a la tension, après ça dépend du standard. Hein. Il y a différents types de portes avec différentes tensions. Hein. Si on a les portes TTL, c'est un vieux standard, ça va de 0 à 5 volts. Et il y a les signaux qui arrivent. Donc un signal, ça monte, et ça fait un 1, après ça peut descendre, et ça fait des signaux comme ça. Et ça prend un certain temps pour monter. Ça dépend de la qualité du circuit. Ben, ça peut être dans les nanosecondes, tout petit comme nanosecondes. Ça, c'est un signal. Mais
Comment est-ce qu'on va modéliser ça? En fait, dans la réalité, les signaux sont loin d'être aussi propres. C'est plutôt comme ça. C'est assez... il y a beaucoup de bruit. Il y a des résonances, du ringing on appelle ça. C'est comme une cloche qui sonne. Il y a du bruit. Il y a ce qu'on appelle des glitches, donc des pics comme ça, quelquefois, même des pitchs négatifs. C'est ça comme signal. Pour le rendre propre, on va faire ce qu'on appelle un système avec horloge, clock signal. Et donc, on va cadencer ça avec une horloge. C'est un oscillateur qui tourne à une certaine fréquence, ici. Et on va voir quelle est la valeur du signal à chaque moment où l'horloge passe. Donc ici, on a donc un 0 volts. Ici, on a 1. Ici, on a 0. Si c'est presque 0, c'est 0. Et ici, c'est 1. Donc, ce circuit-là, ça va correspondre à 0, 1, 0, 1. 4 signaux numériques. Et ce que nous allons modéliser, c'est ça. Donc, on ne va pas modéliser ce truc sale qui est les signaux dans le temps. Si vous avez un oscilloscope, vous pouvez vérifier que ça ressemble un peu à ça. Pourquoi on fait ça? Il y a toujours beaucoup de bruit dans les signaux numériques parce qu'on essaie de les compactifier, de mettre beaucoup de circuits sur des surfaces toutes petites. Donc il y a beaucoup de fils qui sont tout près l'un de l'autre et ça fait des interférences. Et on essaie de faire en sorte que les interférences restent relativement petites, mais c'est une limitation à la réduction qu'on peut faire des tailles. Mais là, on suppose que c'est quelque chose comme ça, donc le bruit ici reste petit par rapport à 0,5 volts, donc ça reste des circuits fiables, et on va modéliser ça comme un string. 0, 1, 0, 1, comme nous avons vu, avec des 0 et des 1. Okay? Ça, c'est une modélisation qui marche très très bien, qui est souvent utilisée. Donc, on a un stream S, et avec des signaux A0, A1, A2, et on va numéroter les instants. Ça, c'est instant 0, instant 1, instant 2, instant 3, et ainsi de suite. On va décoller comme ça, et l'horloge continue, et en général, dans les circuits actuels, ce sont des horloges assistives, ça s'appelle un circuit cadencé, clocked circuit. Donc la plupart des circuits, comme dans ce processus-là, sont des circuits comme ça, avec une horloge. Et la valeur de AI, c'est ou 0 ou 1, toujours. Et on suppose qu'il n'y a jamais d'erreur, supposition forte, que le bruit n'est jamais trop grand. Parfois, il y a des problèmes. Ça s'appelle un glitch. C'est tout petit, mais ça peut monter très haut. Je suppose que ça n'arrive pas très souvent et ce n'est pas au moment où l'horloge est là. Ça peut parfois donner des erreurs. Un rayon cosmique peut entrer dans le circuit et ça peut tout bousiller. Ça arrive. Et donc, il y a des mémoires, des circuits qui ont des protections, mais on ne va pas regarder ça. On suppose qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est donc la modélisation. Et maintenant, ce que nous allons faire, les circuits logiques, c'est qu'il y a des briques de base, ça s'appelle des portes logiques ou des gates, logic gates. Il y a un certain nombre de circuits qui font des combinaisons avec une logique booléenne. Là, 0 et 1, on va considérer que le 0, c'est comme un false, un faux, et 1, c'est vrai, true. Et les portes vont faire des combinaisons.
par exemple, la porte E ici, un AND. Ici, il y a deux entrées qui sont des signaux, comme ça, et la sortie est un signal. Et ici, on a ce qu'on appelle une table de vérité, ça donne la fonction. Donc le 1 d'ici, il sera 0, sauf si les deux entrées sont 1. Mais bien sûr, ça ne marche pas instantanément. Hein. Si on a une porte E comme ça, en fait, ça marche un peu comme ceci. On a le X, le Y et le Z. Supposons que le X monte jusqu'à de 0 à 1. Je ne vais pas vous montrer depuis. Ça prend un certain temps pour monter. Y aussi. Hein. Supposons qu'il monte à peu près en même temps. Le Z, il ne va pas monter tout de suite. Parce que c'est la réalité. Les circuits ont besoin d'un certain temps. Et donc, un peu de temps après, la sortie va monter. Donc, il y a un temps de propagation, un délai. Donc, chaque circuit a besoin d'un certain temps pour marcher. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'électronique marche comme ça. Hein. Quand on déplace les charges électriques, eh bien, les charges ont tendance à ne pas vouloir se déplacer. Il y a des trucs comme des capacités, des inductances qui empêchent les charges de bouger. Et donc, si on les force quand même, bon, ça prend un certain temps. Donc ça marche à peu près comme ça. Mais nous, on va supposer que les portes marchent instantanément. Donc, si on a X, Y et Z, A0, A1, si on a B0, B1, etc., Z, c'est C0, C1, on va supposer que C0 égale A0 and B0. On va supposer que la porte marche instantanément. Ça veut dire que ce temps est plus petit que la cadence de l'horloge. Et C1 est une fonction de A1, B1. Ce sont donc des instants synchronisés pour tout le circuit. Donc on suppose donc que ça marche de façon instantanée, mais ce n'est pas vrai. Hein? Ça veut simplement dire que le délai est plus petit que la cadence de l'horloge. Mais c'est ça que nous allons supposer. C'est une très bonne hypothèse. La plupart des circuits sont faits avec cette hypothèse-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du overclocking à l'infini. À un certain moment, ça ne va plus marcher et ça casse. Mais bon. Ok, on va donc implémenter ça avec des strings. Et vous voyez qu'une porte, ce n'est pas simplement une fonction booléenne, c'est une entité active. C'est une activité qui travaille quand les choses changent à l'entrée et dans la sortie changent. Donc, une porte logique n'est pas simplement une fonction booléenne, c'est quelque chose d'actif. Donc, on va garder ça. On va faire une porte. Donc, si on fait comme ceci, égale A1B. Allez, on suppose que Y, les valeurs sont 0 ou 1. Et donc, on peut voir ça comme une multiplication. Hein. 1 fois 1, ça fait 1. Si un 0, ça fait 0. Donc, je peux faire Z égale X fois Y. Je mets tout ensemble, X, Y, Z dans un truc, pour tout voir en même temps. Je mets ça dans un thread. Simplement, je vais devoir arrêter le truc là. Vous voyez ça, Tx, Y, Z. Si je dis, par exemple, X égale 1, Y égale 1, ça va faire 1, 1, 1. Ouais, super. Mais ça ne suffit pas, hein? Parce que le signal change tout le temps. Là, je ne peux faire un truc. Donc, il faut faire une boucle. Et il faut mettre le boucle dans un thread.
un gate qui ressemble à ceci, ça. On va faire une boucle, je vais appeler ça un loop. Deux, et les entrées, ce n'est pas des valeurs, ce sont des streams, des flows. Je vais faire ça. XS, YS. X, XL. YXL. N. Et la sortie, c'est X fois Y. Après, on a un groupe de XR, YR. Ça continue. Ça, c'est la boucle. Et il faut l'exécuter dans un thread. Donc, on va faire ceci. ZS égale un loop XS, YS. Voyez la fonction récursive en loop, on la met dans un thread, c'est donc un agent. Et on peut afficher maintenant YS. Maintenant, on a vraiment une porte. Si je fais par exemple YS, S, il y a deux signaux qui arrivent. Regardez ce qui se passe là. 1, 0, ça c'est X. 1, 1, ça c'est Y. Et le 1, 0 à droite, c'est la sortie, c'est Z. Et on peut continuer maintenant. Je peux faire YS égale 1, 0, 0. XS, pardon, YS égale 1, 1, 1 de nouveau. Maintenant, il y a le signal suivant qui arrive, 0, 1, et donc les trois signaux vont s'étendre. Vous voyez maintenant, c'est chaque fois trois éléments. 1, 0, 0, donc 1, 1, 0, 1, 0, 1, et la sortie c'est 1, 0, 0. Vous voyez, une porte E, c'est une porte qui est une entité active, mais on n'a pas fini encore. Ceci, c'est une porte E. Mais en général, il y a beaucoup de portes dans un circuit, et je veux donc créer beaucoup de portes. Je vais donc utiliser du higher order, je vais faire de ça une fonction, et chaque fois que je l'appelle, je crée une porte. Je vais le créer comme ça. Je dois utiliser le paste. Je vais maintenant la fonction. Je vais l'appeler ANDGate, ANDG, XS, YS. Voilà. Et maintenant, j'ai créé une fonction ANDGate. À chaque fois que j'appelle ANDG, on va créer une porte E. Vous voyez? Parce qu'en général, il y a des millions de portes E dans un circuit. Donc, si je veux les stimuler, je veux les créer. Maintenant, je fais encore un pas. Ici, j'ai une porte E, mais il y a d'autres types de portes. Il y a des portes OU, il y a des portes XOR, OU exclusif, il y a des portes qui donnent l'inversion du E, NAND, not AND, not OR, exclusif NOR. Il y a plein de portes possibles.
et je ne veux pas créer une fonction spéciale. Je vais encore donc utiliser du higher order. Ça, c'était sur le slide. Donc, il y a donc beaucoup de portes. Je veux donc une fonction qui peut me créer autant de portes que je veux et n'importe quel type de porte. Ça, c'est une porte, hein, avec la boucle. Là, c'est loop. Mais je veux une abstraction. Je vais faire une fonction qui s'appelle GateMaker. Et quand j'appelle GateMaker, ça va me donner une fonction qui fait des portes. Hein? Si je donne une multiplication, a fois b, x fois y, ça va me donner une porte et. Mais si je donne une autre fonction, ça va me donner une autre porte. Hein? À ce moment-là, on voit qu'on a 3 niveaux d'abstraction là. C'est pas mal la higher order. Hein? On a au plus bas, c'est une porte qui tourne, un running gate, une porte qui tourne. Après, il y a une fonction qui crée des portes, fois G. Après, il y a une fonction qui crée des fonctions, qui crée des portes. Ça, une porte qui tourne, c'est comme un objet. Une fonction qui crée des portes, c'est comme une classe. Et une fonction qui crée une fonction qui crée des portes, on peut appeler ça une classe générique ou une méta-classe. Vous voyez comment ça marche? Donc, quand vous voyez ça, les génériques, les méta, tout ça c'est du simple higher order. Et voici le code. C'est gentil, hein? Il y a 3 niveaux de fun qui sont nestés là. Ça fait beaucoup de fun, hein? Donc, GateMaker, ici à l'intérieur, on a une fonction en ligne, méthode là, qui a elle-même une loop, gate loop, et on va faire la boucle. Et avec ça, on peut faire des portes. Donc je vais faire ça. Je commence avec ça et je vais rendre ça à. C'est très simple, hein, avec un peu de bricolage dans le code. Donc j'ai ici les and, mais c'est trop spécifique. Je vais appeler GateMaker. Là, j'ai une fonction f. Ici, au lieu de x fois y, ce sera f, x, y. Allez, au lieu de ANDGate, ça, ce sera une fonction qui est renvoyée. Je vais appeler ça simplement loop, parce que ce n'est plus un AND. Et ici, je pense que si je fais l'invocation, ça devrait être bon. On va voir. Voilà. Vous voyez comme j'ai construit, hein, petit à petit. Quand j'appelle GateMaker, je renvoie une fonction. Ici. Cette fonction, quand je l'appelle, va créer une porte. Et maintenant, je peux créer une porte avec ça. Hein, je vous montre dans le... Tout ça, c'est dans les slides ici. Hein. Ça, c'est GateMaker. Et maintenant, je peux créer beaucoup de portes. Et comme le 0 et les 1 sont des nombres, je peux faire les portes avec un peu d'arithmétique. Mais on peut faire avec un if. La AND, G, c'est GateMaker et la fonction, c'est x fois y. Le OR, donc le OU, c'est x plus y moins x fois y. Bien, pourquoi? Parce que si x et y sont tous les deux 1, le résultat doit être 1 et pas 2. Hein? Et après, il y a le NAND gate qui est l'inversion du AND, 1 moins x fois y. Il y a le NOR qui est l'inversion du OU, du OR. Et il y a le OU exclusif qui est 1. Si une des deux entrées c'est 1, hein, on peut aussi appeler ça une parité. Hein, si les deux sont 1, le résultat va être 0. Donc on peut faire tous ces portes-là. Donc
and G, c'est major 6 x et on peut en faire ça. O gate x plus y moins x fois le NAND gate, ça c'est un vrai composant pour PHP, c'est 1 moins le NOR gate, c'est 1 moins x moins y plus x fois y, je vais vérifier que c'est bon. Et le O exclusif, il y a différentes façons de faire ça, mais en fait c'est une parité. On peut dire if x égale y, then 0 else 1. Ça c'est une autre façon de faire ce O exclusif. Je compile ça. Et c'est bon. Maintenant je peux des portes. C'est S égale exclusivement de S, XS avec S. XS avec S, c'est S. Et ici, maintenant, je fais x 1, 0. Score, si je fais y égale 0, 1, score. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va être sorti? Vous pouvez le dire, hein? Si je fais ça, 1, 0, 1, 0 et 0, 1, le résultat va être 1, 1, 1. Parce que c'est... Vous voyez que là, c'est 1, 1. Voilà. Maintenant, on a fait toutes les briques de base. Et maintenant, on peut faire des vrais circuits. Et c'est ce que nous allons faire. Et on va faire en deux pas. D'abord, on va faire ce qu'on appelle la logique combinationnelle. C'est combinational logic, c'est la logique où il n'y a pas de mémoire. C'est des pures fonctions, hein, comme un additionneur qui additionne deux nombres non binaires. Et après, on va faire ce qu'on appelle la logique séquentielle. C'est une logique avec mémoire. On peut faire ce qu'on appelle un flip-flop ou un latch, un bascule, des circuits qui mémorisent les choses. Et bien sûr, c'est important, hein, les registres des processeurs. Ok, on a les briques de base. Bah, on va faire une pause et après on va faire plein de circuits avec ça. On va faire des circuits numériques et je vais commencer par le plus simple, ce sont les circuits combinationnels. On appelle ça combinationnel parce que ce sont des combinaisons des portes et un circuit, ça s'appelle la logique combinationnelle, un combinational logic, c'est des circuits qui n'ont pas de mémoire. Une porte n'a pas de mémoire. On a des entrées, la sortie est déterminée par les entrées, il n'y a aucune mémoire à l'intérieur. Okay? Donc ça, c'est la fonction combinationnelle. Et si on les connecte ensemble, on a une fonction booléenne avec un certain nombre d'entrées, un certain nombre de sorties, mais qui n'a pas de mémoire. Et on suppose que son travail est instantané. Qu'on met un signal AI, BI, CI, et les résultats DI, EI, FI arrivent au même instant. Bien sûr, c'est une idéalisation. Ça suppose que le temps de calcul du circuit combinationnel, en total, est plus petit que la cadence de l'horloge.
Ça, c'est ce qui se passe. Et donc, dans la réalité, on ne peut pas toujours faire des circuits combinationnels super compliqués, parce que s'il y a plusieurs couches de portes, chaque porte va ajouter son délai, et un certain nombre de délai sera plus grand que la cadence de l'horloge, et ça marchera plus. Donc, une des astuces pour les vrais circuits, c'est de faire le circuit un peu plat. Mais bon, on ne va pas trop s'occuper de ça. Je vais vous donner un exemple intéressant. Un circuit de base qui s'appelle un full adder, un additionnaire, un bit. Un full adder, c'est un circuit qui sait additionner deux chiffres binaires et donner le résultat. C'est comme addition de deux chiffres, mais en binaire. Mais il faut 3 entrées et 2 sorties. Hein, parce qu'il y a une retenue. Donc le full adder, c'est un circuit qu'on peut mettre ensemble pour additionner des nombres plus grands. Hein, c'est comme si on additionnait des nombres en décimale, comme tout le monde a appris dans l'école primaire. 45 plus 68, 5 plus 8 c'est 13, on retient 1, 1 plus 4 plus 6 c'est 11, et on retient 1, et là 1 il tombe. Donc il y a des retenues ici, hein, qui passent entre les chiffres. Eh bien, pour le full adder, c'est pareil. Ça, c'est un binaire. 0 plus 1. Allez, je vais faire ça comme ça. 1 plus 1, c'est 2. C'est donc 0. Et le 1, on retient 1. 1 plus 1, c'est 0. C'est 1. 1 plus 3, ça fait 4. Et le full adder, c'est un circuit qui sait additionner un chiffre. Donc x, y sont un chiffre, z c'est le résultat. Hein? Mais on va appeler ça s, la somme. Mais il y a des retenues. Donc il y a la retenue qui vient du chiffre à droite. Hein? On appelle ça, en anglais ça s'appelle le carry in, hein? Le chiffre qu'on porte. Et après il y a la retenue qui sort, qui va au chiffre suivant. Hein. Donc ça, c'est le premier chiffre qu'on va donc numérer 0. Et le deuxième chiffre, ce sera x1, y1, s1. Et on peut donc connecter autant de full adder qu'on veut pour faire des additionneurs plus grands. Vous voyez que le full adder, c'est une brique de base importante. Et on peut le définir avec des portes. Parce qu'il y a ici à droite, ça on appelle ça la table de vérité. En fait, c'est la fonction qui est calculée. Il y a 3 entrées, x, y, z. Il y a le carré et la somme. Mais en fait, on va simplement additionner les 3 chiffres. 1 plus 1 égale 1, 0. Donc 0 retient 1. Vous voyez? 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 retient 1. Donc 11 en binaire. Vous voyez, un full adder, c'est donc un additionneur de un chiffre, mais qui prend en compte de retenue. Et on peut calculer ça, faire ça avec des portes. Donc il y a, ici c'est une façon de le faire, il y a plein de manières de le faire, avec 3 portes et 2 portes ou. Ça, ce sont les symboles standards. Une porte et, ça ressemble comme ça. Avec, si on a un truc un peu plus comme une flèche, ça c'est le symbole pour une porte ou. Et si on met une deuxième une barre courbée là, ça c'est les portes ou exclusifs. Hein. Ça c'est les symboles standards. Et donc ceci, en circuit, ça fait un full adder. Et on peut donc construire ça. Et voici le code. C'est donc une procédure de 5 arguments. X, Y, Z sont les entrées et C, S sont les sorties. Attention, les entrées, ce sont des flots, pas des valeurs. C, S aussi sont des flots. Et il y a des fils à l'intérieur. Vous voyez, il y a des fils ici. A, je vais mettre un nom au fil. B, D, F, E. Les fils, c'est aussi des flots, bien sûr. A, B, D, E, F sont des flots.
Et ici, on va créer 7 portes pour faire un full adder. Petite question, juste comme ça. Quand je crée un full adder, il y a combien de threads qui sont créés là? Dites-moi. Quand je crée un full adder, c'est un système concurrent, un full adder. Combien de threads là-dedans? Non? Oh, là, vous me décevez. Dans les cours avant, vous avez toujours très malin. Votre esprit est parti, c'est ça? Non. Combien de threads? J'entends un truc là. Un seul, non? Faux. Combien de threads? 7. 7, oui. Chaque porte va créer un thread. Hein? D'ailleurs, on a vu le code là. Chaque porte va créer un thread. Cette porte, ça fait 7 threads. Donc c'est un système concurrent, 7 threads. Donc c'est de la vraie concurrence, attention. Hein? Et ça marche pas bien. Ça fait un peu à l'heure, mais on va le faire. Hein? Parce que ce que je veux faire, c'est un vrai additionneur. Donc, je commence par un peu à l'heure. On fait ça comme une procédure parce qu'il y a plusieurs sorties. Hein? S'il y avait une seule sortie, on pourrait le faire comme une fonction. Mais comme il y a... En fait, c'est un composant, c'est un bloc avec 5 fils qui rentrent dedans. 3 sont des entrées et 2 sont des sorties. Hein? Donc, il y a des trucs là, je vais voir. Donc, il faut d'abord additionner. Donc, x plus y plus z. Donc, y, z. Je vais peut-être faire le dessin, parce que je ne vais pas me tromper. En fait, il suffit d'avoir les deux chiffres, on les traite séparément. Somme et carré. Donc, il y a une retenue si au moins 2 de ces 3 entrées sont 1. C'est clair, hein? Parce que 1 plus 1, ça fait 2, 1, 0. Donc, au moins 2 qui sont 1 pour balancer là. Donc, il y a 3 possibilités. X, Y, X, Z, Y, Z. Quelque chose comme ça. Et là, il faut le combiner avec des ou. Vous voyez l'idée, hein? C'est très simple. Le 6 à 1, c'est au moins 2 des 3 entrées sont 1. Et le S, c'est le chiffre en bas. C'est la parité. Si le nombre de x, nombre de 1 ici est impair, il y aura un 1 là. Si le nombre de 1 est pair, le S sera 0. Donc ça, on peut faire avec un ou exclusif. Z, Y et X, comme ça. Donc, vous voyez la façon dont je pense là. Je vais donner des noms à ça. A, B, D, parce que le C est toujours utilisé. E, ici, et F. Voilà. Et maintenant, en regardant le dessin, je peux faire le code. Donc, X et Y, c'est commençant avec un A. X et Z, c'est avec un D. Et le dernier, X, c'est YZ, ça donne D. C'est YZ. Maintenant, les OU, A et D, ça donne E.
C, ça donne la U de E et D. Hein? Et après, maintenant, le F, c'est le U de X et Z. X or, pardon, X et Z. Et le résultat S, c'est le X or de F et U. Hein? C'est bon. Ici, je dois déclarer les fils à l'intérieur A, B, G, E, F. C'est bon, hein? Non? Pas d'erreur? X, Y, Z, C, S, L, 1, 2, 7. On fait un full ladder. X, Y, Z, C, S. House. X, Y, Z, C, S. Voilà, ça c'est, j'ai bien de créer un ladder. On va voir s'il marche. On va faire 1 plus 1 plus 1. Voilà. X, Y, Z, c'est 1. Eh bien oui, le résultat c'est 1, 1. 1 plus 1 égale 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est bien, hein? Ok. Maintenant, je vais faire, avant de continuer, je vais faire un additionneur plus compliqué que ça. Avec, on peut mettre les full adders ensemble. Et je vais tout de suite vous faire un truc intéressant. On va faire un additionneur de n bits. Où n n'est pas connu en avance. N bits adder. Et ce sera une fonction récursive avec des full adders. Je vais d'abord faire un dessin. Donc il y a des full adders. Hein? X0, Y0 jusqu'à Xn-1. Avec N-1, ça donne C, pardon, S somme, hein? Sn-1. Ici on a S0. Ici il y a la retenue qui montre, les retenues sont placées comme ça. Et la dernière retenue sort ici. Voilà. Ça, c'est un n-bit adder. Vous êtes d'accord? Ben, je veux faire une fonction qui fait ça. Comment je fais ça? Eh bien, c'est très simple. Je vais utiliser la récursion. Et comment je fais ça? Je vais mettre un rectangle autour de ça. Et maintenant, je vois comment est-ce qu'on peut faire un truc récursif avec ça. Ben, on enlève un des full adders. Donc, ça, c'est une full adder. Et on a fait un appel récursif. Donc, si je fais un rectangle bleu à l'intérieur, hein, ça sera mon appel récursif. Et là, je vais ajouter un full adder. Et comment est-ce que je vais représenter les nombres? Parce qu'ici, j'ai n flow. Hein? Chaque dx n'est pas une valeur, c'est un flow. Là aussi, on a n flow. Comment est-ce que je vais représenter ça? Ben, n est connu, n est fixe. Je vais donc faire une liste de n flow. Parce que les listes, ce sont des choses très fixes. Je vais dire, je vais faire comme ça. Ici, j'ai une liste de n flow. C'est une notation un peu mathématique. Hein? Pour y, z, je fais la même chose. Pour s, la même chose. Hein? Et donc, on va faire ça comme ça. Par contre, le C ici, ça c'est la retenue entrée.
Ça, c'est un seul flow. Ce n'est pas une liste de flows. Ici, il y aura aussi un seul flow. Je vais appeler ça c'est out, et là, c'est in. OK, ça suffit. Maintenant, je peux définir ma fonction. Regardez comment ça se marche. N bit adder. Adder, x, y, z, s, x, y, z, pardon, pas z, s, s, ça ce sont des listes. X, y et s. Et il y a les C in et C out qui ne sont pas des listes. Comment je vais faire? Et maintenant, je vais faire une récursion. On va sortir la partie haute. Ici, et le reste. Je vais faire ça avec un case. Donc, X et Y. X et Y sont des entrées. Donc, on va maintenant sortir les éléments de ça. Comment je vais les appeler? Avec X, N1, X bar X reste, YN1, c'est YN-1. Okay. Et maintenant, j'ai mon full adder. Quels sont les arguments du full adder? Je vais peut-être d'abord appeler celui-là. Maintenant, j'ai deux fonctions que je dois appeler. Full adder et l'appel récursif. Je vais d'abord faire mon appel récursif. Mais en fait, l'ordre n'a pas d'importance. Mais comme ça, c'est peut-être plus. SR, c'est une sortie. Ah, maintenant C in et C out. Bon, il y a un C in bleu là, qui est le même que le C in orange. Il y a un C out, mais qui va dans le full adder. Ce n'est pas le vrai C out. Je vais appeler CM, c'est middle. Hein? Donc C in c'est le même. CM. Après il y a full adder. XN-1, YN-1. Et le Z, c'est CM, hein. Le troisième chiffre, c'est le revenu. Après, il y a les sorties. S, je vais appeler ça. Bon, il y a la retenue C out. Le C out, ça reste le même. Après, il y a, ça c'est celui-là. De ce chiffre-là, c'est SN-1. Ça. Et maintenant, j'ai S égale. Le S, c'est tout, hein, ici. C'est Sn-1 suivi par SR. Et c'est un peu bête de le mettre là, parce que c'est pas récursif terminal, mais c'est pas la peine. Je veux dire, c'est pas nécessaire, on peut le mettre avant. Même le mettre en tout premier, comme on a, c'est les valeurs affectationnelles, donc on s'en fout, je vais passer d'un endroit pour le mettre. Donc on a donc X, Y, S, c'est X, c'est Xn-1 XR, Yn-1 R, Sn-1 R. C in, C out. C in passe à adder. CM passe de adder au full adder et C out c'est sorti. Sn1. Maintenant, il y a nil. C'est T. Ça c'est très curieux. Ça veut dire quoi? T nul. Si ce qui est à l'intérieur ici est vide,
Si c'est vide, on a un additionneur de 0 bêta. Voilà. Qu'est-ce que c'est un additionneur de 0 bêta? Alors S égale 1000, et C out, on passe la retenue, et la somme, c'est aussi 0 fil. Donc s'il y a 0 fil qui rentre, il y a 0 fil qui sort, mais la retenue passe toujours. Hein? Ceci est donc un additionneur. Si je ne fais pas d'erreur, hein. Ah, il faut déclarer, bien sûr. Hein. SN1, SR, c'est déclaré. CM. Est-ce qu'il y a autre chose à déclarer? XRSR, SR, c'est bon. CIN, c'est bon. CM, ok, c'est bon tout ça? C'est pas beaucoup de code, hein. Avec ça, on peut faire un additionneur assez compliqué. Allez, je vais faire une addition. C'est un peu laborieux de faire à la main, mais c'est intéressant quand même. Je vais additionner deux chiffres binaires de 4. X3, X2, X1, X0, Y3, Y2. Et comment ça marche là? Ce sont des listes de 4 chiffres. Bah, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, parce que je ne sais pas si je vais passer des heures à débugger. J'espère que ça va marcher. Ça va, c'est correct? Je vais compter sur vous pour le débugage. Ma définition de adder, elle est correcte? Elle est correcte là? Vous affirmez qu'elle est correcte? C'est bien, parce que maintenant, s'il y a une erreur, c'est votre faute. Allez, je l'ai compris. Je l'ai compris. Je fais une pause ici. Je vais changer ça. C'est laborieux, mais je pense que c'est important de vous montrer tout du début à la fin. Comme ça, il n'y a aucun mystère en principe. 1, 2, 3. Donc il y a X plus Y égale S. Avec la retenue. Hein? Ça va comme ça? Pas d'erreur? Pas d'erreur là? J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, désolé, je ne peux pas vous dire. Ah, ok. Maintenant on va faire une addition. X égale Y3 égale ça c'est un nombre binaire. C'est quel nombre binaire ça? Ça ressemble, c'est quel nombre que j'écris là? Ah, faut le savoir, hein? Y, 0, Y2 égale 1, ça c'est quoi? C'est in, on suppose qu'il n'y a pas de figure. Donc je fais 1, 1, 0, 1 plus 0, 1, 1, 1. C'est quoi ça? Plus 0, 1, 1, 1. C'est quoi? Ça c'est combien en décimal? 13. 13. Ah, enfin, quand même. Et ça? 7. Hein?
ça fait 20. Et 20 non binaire, c'est quoi? C'est 16 plus 4. Donc il y a 0, 1, 0, 0. Et en retenue de 1, c'est bien ça? Bah, j'espère que mon truc est correct parce que c'est ça qui doit donner. Ça, c'est le premier chiffre. Ça reste blanc encore parce qu'il y a ce bloc. C'est le little flow. Hein? Et maintenant, est-ce que c'est bon? C out, c'est combien? 1. Hein? Le C out, c'est ici. Hein? Et le reste, c'est 0, 1, 0, 0. Ça marche? J'ai fait 13 plus 7. C'est pas mal, hein? Ouf. Allez, je continue. Vous voyez que ça marche. Je vous ai convaincu hein, que je fais une addition là. Ok, on va continuer. Je vais faire un peu de logique séquentielle. Sequential logic. Ah, ça c'est beau. Il faut introduire un nouveau concept. Avec ce que nous avons maintenant, on ne peut pas faire de logique séquentielle parce qu'il n'y a aucune mémoire. Il faut ajouter une mémoire. La logique séquentielle a une mémoire. Ça veut dire que les valeurs du passé influencent les valeurs du présent. Ça veut dire l'horloge, il y a la cadence. Toc, toc, toc. La cadence n doit se souvenir des valeurs qui existaient à la cadence n-1. Ah, ça, c'est la mémoire. Ah, on se souvient du passé. Donc, le passé doit influencer le présent. Pour ça, j'ai introduit une nouvelle porte qui s'appelle un delay gate. Une porte qui me fait simplement un delay. Et c'est très simple, en fait. Donc, c'est notre formalisme. Très simple. Parce qu'on a un signal X, A0, A1, A2. Ça, c'est AI. Ça, c'est l'instant I. On veut faire un truc en retard. Ça veut dire que la cadence 1 doit avoir la valeur de cadence 0. Ici, on doit retrouver A0. Vous voyez? Ça, c'est l'instant 0. Ça, c'est l'instant 1. Ça, c'est l'instant 2. Instant I. À l'instant 2, on doit se souvenir de la valeur qui existait à l'instant 1. Donc, c'est ça. À l'instant 0, on peut avoir 1 ou 0. C'est comme on initialise le truc. On suppose que, allez, on va supposer qu'il y a un 0 à l'instant 0. Vous voyez ce qui s'est passé? En fait, on a un shift. En fait, c'est très simple. Y égale 0 bar x. Donc, dans notre formalisme, il est très simple de faire un delay. Vous voyez ça? Donc, je vais introduire une porte qui s'appelle delay gate. Et le symbole standard pour ça, c'est juste un triangle, comme ça. Hein, ça, c'est le symbole standard. S et T. T, c'est la même valeur que S, mais avec un retard. Hein? 0 bar S. Et BI égale AI-1. Je vais faire les équations. Hein. Si I plus grand que 0, si I égale 0, on peut dire BI égale 0. Ou 1. Ça, quand le circuit s'allume, au tout début, en général, les valeurs sont 0, donc on est 0. Donc c'est très facile à implémenter. Hein. Vous voyez, il n'y a même pas de trait nécessaire là. Et alors, je peux donc maintenant faire. Ça, c'est le latch. Avant de faire le latch, donc le circuit qui fait la mémoire, je vais une toute petite dernière question à vous poser sur l'additionneur. Dans ce circuit-là, si je crée un additionneur n bits, il y a combien de threads? Je crée combien de threads? Combien? Un chiffre. Tout petit calcul simple. Combien de threads sont là? Ici, non?
Oui? 7n, exact. Très bien. Chaque full adder, c'est 7. Là, on en a n, hein? 0, n moins 1, donc 7n. Si je fais l'additionnel de 4 bits, ce que j'ai fait, il y a combien de traits dedans? 4 fois 7, c'est combien? 28, hein? 28 traits, c'est pas mal, hein? On vient de faire un circuit avec 28. Ok, je continue. Maintenant, je vais un circuit avec une mémoire. C'est un tout petit peu plus subtil que l'additionnel, mais pas beaucoup. Voici, ça s'appelle un latch. Un latch, c'est une mémoire qui peut se figer et mémoriser la valeur d'une entrée. On a deux entrées. Alors, C et DI. DI, data input, et une entrée, data output. C, c'est le contrôle. Hein? Si C est égal à 0, supposons que C est égal à 0. Si C est égal à 0, alors E sera égal à 1. D'accord? Et A sera égal à 0. Si E est égal à 1, B sera égal à DI. Dans une porte E, si une des entrées c'est 1, l'autre va suivre l'autre entrée. Donc B égale DI. A égale 0 dans une porte OU. A égale 0, DO sera donc égal B et donc égal DI. Du coup, quand C est égal à 0, DO va être égal à DI. La sortie va suivre l'entrée. Okay? Et si C est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Donc C égale 0, le contrôle 0, DO égale DI. C égale 0, pardon, 1, C égale 1, E égale 0, B est donc égal 0. Ici on a 1, le F c'est quoi? C'est la valeur du DO à l'état précédent avec le delay gate. F c'est la valeur de DO à l'état précédent. A est égal à F et DO est égal à A, le DO présent. Donc si on met C à 1, la valeur va se figer à l'état précédent, aussi longtemps que C égale 1. C'est une mémoire. Hein? Et si on met C égale 0, la sortie va de nouveau suivre l'entrée DI. Ok? Attends, je vais vous faire exécuter ça. C'est important que vous compreniez exactement comment ces trucs marchent. Hein? Donc je vais vous exécuter ça. Je vais faire le dessin ici. Donc il y a deux possibilités. Hein? Il y a ce circuit de contrôle, c'est qui va choisir l'un ou l'autre. C'est DI, c'est l'un côté. Ça c'est un OU. Et l'autre côté, c'est la sortie avec un retard. Donc, où on suit l'entrée, où on fige l'entrée, où la sortie va suivre l'entrée, où la sortie va être figée à l'entrée qui précède le changement de signe. Je vais donner des noms, ça, F, A, Z, E, et on va faire le circuit. Et ça, c'est un latch. Donc, il y a C, I, D, O. C'est trois signaux. Et il y a un certain nombre de fils intérieurs que je vais vous montrer après. Donc, il y a A, il y a un note là. Je ne vais pas encore donner des notes. Mais on va utiliser les NAND. On va faire avec un NAND, donc un NAND avec une négation. Je crois l'avoir créé. Non, il est créé là. NAND. Ok, c'est bon.
de CC. Après, il y a D égale AND de E et DI. Il y a de CF. Après, il y a le délai A, je vais encore définir le délai gate. Ça c'est facile. Délai S, c'est 0 par S. Et F égale délai D sur DO. Maintenant, DO égale, or, vous voyez qu'il y a un cercle là, et un cycle là, de A à Z. Nand de CC, AND EDI, CCF, oui, F c'est le délai, DO c'est A et OK. Je vais déclarer le nouveau truc, E, D, A, F. Il y a 4 vidéos à l'intérieur, E, A, D, F. Maintenant, on va exécuter ce machin. C, G, I, D, O. H, C, D, I, D, O. Raus, C. Raus, D, I. Raus, G, O. J'espère que ça marche. Hein? Voilà. Pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas encore de signaux. On va maintenant faire des signaux. 0, 0, 0. Quand c'est 0, la sortie DO va suivre c'est 1. 1, 1. Je fais C égale ça. 0, 0, 0. Maintenant, je vais faire DI. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aussi longtemps que C est 0, le DI va suivre, le DO va suivre le DI. Hein? Donc je dis 1, 0, 0, 1. Alors la sortie DO va être 1, 0, 1. Voilà. 1, 0, 1. Par contre, maintenant, si je fais 0, 0, je mets maintenant DI 0, 0, mais le C est égal à 1 ici. Hein? Ça veut dire que la valeur à la sortie, ce sera le DI précédent. Donc la sortie va rester 1. Normalement, c'est tout bien. Ah, j'ai fait ah non, voilà, ça c'est DI. Voilà. DI, DO, ici c'est 1, 1. Donc c'est bon. Hein? Les deux entrées DI deviennent 0, mais comme le C est égal à 1, ça va être figé à la valeur précédente. Maintenant, si je fais le nouveau C, je continue. Maintenant, le C est de nouveau 0, et la sortie va de nouveau suivre l'entrée. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vous voyez qu'ici, les deux entrées sont figées. Hein? Vous voyez comment ça marche? On met le C à 1 et la sortie reste figée. Okay? C'est donc une ça c'est noir. Et bon, si j'étais sadiste, je pourrais faire un registre de n bit et un ALU, je pourrais faire tout le processeur. Mais je vous laisse ça. Hein? Je vais simplement vous poser une question simple. Il y a combien de traits dans son âge? Combien?
Pas très compliqué, non? Combien de traits? 42 peut-être? Non, hein? Combien? 5. Non. Combien? 5. Non, pas 5. Pas 5. Pourquoi pas 5? Un 4 peut-être à cause du delay. 4. Parce que le délai, le delay gate ne crée pas de thread. Je pense que le delay gate ne fait que ça. Il s'exécute tout de suite comme ça. Pas de thread. Mais les 3 autres créent. Donc il y a des 4 threads. Ok. Eh bien, on arrive presque à la fin. Je ne peux même pas parler de limitation. Pardon. Ça, c'est pour le pas. Je vais vous donner une histoire, une petite histoire maintenant, pour clôturer le chapitre concurrence pour les nuls. C'était le plus beau paradigme de concurrence. À partir de la semaine prochaine, le paradigme il sera moins beau, mais on ne peut pas faire autrement. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je résume. On a vu jusqu'à maintenant le data flow déterminisme. Okay. On peut faire des programmes multi-agents avec des flow strings et un agent c'est une fonctionnaliste qui tourne sur son propre thread et qui a une taille constante. Il y a 2 idées très simples, des variables à affectation unique et on attend que la variable soit liée. Hein. Synchronisation sur le binding, sur le lien, et des threads, bien sûr. Une thread, c'est simplement une séquence d'instructions. Ce paradigme n'a pas de non-déterminisme observable. Il y a toujours du non-déterminisme, mais il n'y a aucun effet sur le résultat ici. C'est donc vachement intéressant. Un autre mot pour non-déterminisme observable, c'est des courses. On parle parfois de race conditions, parce qu'on peut voir les 2 affectations d'une même variable comme une sorte de course. Hein, et celui qui gagne, c'est celui qui fait l'affectation au premier. Hein, mais le data flow déterminisme n'a pas ça. Donc c'est très intéressant. C'est une forme de programmation fonctionnelle. C'est encore une raison c'est encore un truc qui vient des bienfaits de la programmation fonctionnelle. Et le paradigme, je l'appelle aussi concurrence pour les nuls, concurrency for dummies. Et dans toute votre carrière, tout ce que vous allez voir, ceci est le meilleur paradigme de programmation concurrence. Tous les autres sont pires, ils sont compliqués. Hein? Ici, aujourd'hui, j'ai créé un programme avec 28 threads. Je l'ai fait devant vous, hein? Vous l'avez fait. J'ai tapé tout le code, 28 threads. Je te défie de faire un truc comme ça en Java et de le débugger aussi vite que j'ai écrit ça. Non, c'est pas possible. Je n'ai rien. Donc, c'est le meilleur paradigme. OK? En tant que vieux, moi, je dois vous parler un peu de l'histoire. Moi, j'ai fait de la programmation dans les années 90. À cette époque, il n'y avait pas encore de processeur multicœur. Hein? L'Internet existait. Hein? Il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau, ça, il y avait des voitures. On était déjà allé sur la Lune, mais il n'y avait pas encore de processeur multicœur. Mais aujourd'hui, oui. Moi, je les ai vus venir. Hein? 2, 4, 8, 16, 24. Et les systèmes distribués répartis avec plein de nœuds publics. J'ai vu énormément grandir ça. Les programmes sont toujours de plus en plus concurrents. C'est bien, bonne évolution. La programmation séquentielle devient de plus en plus réduite. Hein? Et la concurrence, heureusement, devient plus simple. Et la concurrence pour le nul, c'est un des meilleurs exemples de ça. C'est le meilleur paradigme pour la programme concurrente. Et il marche très bien sur les systèmes multi
continuent à distribuer, et beaucoup de systèmes implémentent une partie de ça. Moi, je vous ai montré le tout, avec le high order et tout, les calculs symboliques et tout. Mais une partie, tout le monde implémente, et par contre, on ne peut pas toujours le faire. Et pourquoi pas? Ah, on va voir ça la semaine prochaine, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Par contre, je veux vous parler un peu d'histoire, comme l'informatique est une discipline jeune. En fait, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est très vieux, même si les gens n'en ont pas été. La concurrence déterministe a commencé en 74 par un certain Gilles Kahn, Semantics of a Simple Language for Parallel Programming. Je l'ai rencontré une fois. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années, mais à un certain moment, il était directeur de recherche à INRIA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand institut de recherche en France. Et j'étais dans le métro avec lui, on a discuté un peu. Donc lui, il a fait ça, et en 77, il y avait la version lazy, que je n'expliquerai pas, mais que vous verrez si vous suivez le cours 1131. Oui, c'est vieux, hein? C'est le cas. Après, on a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Bonne question. Après, on a inventé la programmation multi-agent message passing, ça s'appelle Actors, c'était en 73, et on a inventé les monitors, c'est la programmation concurrente comme elle existe en Java. Un objet synchronisé, c'est un moniteur. Et avec un certain Tony Hoare, il a fait de très bonnes choses. Le monitor est la pire façon de faire la programmation concurrente que je connaisse. Je ne veux pas l'expliquer dans ce cours-ci, mais vous l'aurez dans le cours 1131. Pourquoi? À cause du legacy. Si vous allez sortir, vous allez trouver encore beaucoup de vieux codes un peu crasseux qui utilisent ça. J'espère que ça va mourir un jour. Mais en 74, on ne savait pas que c'était beau. Après, les actors, ça c'est très bon. Ça reste très bon. Il y a un autre dernier truc, c'est le data flow. En fait, ce que je vous ai montré, c'est le data flow déterministe. On attend les données qui arrivent. C'est une façon très agréable de programmer. Vous avez vu? Ça aussi, ça a commencé en 74. C'est sérieux, hein? Tout a commencé à cette époque-là par Jack Dennis. 74, the first version of a data flow received the line. 74. Vous voyez que 73, 74, c'est une année un peu charnière pour la concurrence. Hein? Vous voyez, c'est bizarre. Hein? Plein de choses ont commencé en 74. Ok, voilà. Comme ça, vous avez un peu d'histoire. Et certains de ces gens sont toujours vivants. Carl Hewitt et Tony Hoare, je les ai rencontrés, sont des vieux, mais ils sont toujours vivants. Jim Kahn, malheureusement décédé. Jack Dennis, je ne sais pas. Mais s'il est vivant, il doit être vieux. Voilà. Ok, mais j'arrête ça. Merci. La semaine prochaine, on va sortir du ciel et rentrer au plus rapide.